Bonjour à tous, je m'appelle Bernard Wéry et en guise de préambule, j'aimerais vous faire part des raisons qui me poussent à faire cette présentation. Elles sont personnelles, de 2 ordres, historique et prospective. En effet, d'un point de vue historique, selon mon expérience personnelle de vie, bien que j'ai fait des études universitaires pendant près de 14 ans dans les meilleures universités en France, aux États-Unis et en Belgique, très souvent boursier et obtenant des résultats plus qu'honorables, une première réhabilitation d'un immeuble pour le compte de la ville de Marche-en-Famenne en 84. Il s'agissait de la première action sur le tissu urbain en région wallonne, en plein centre de ma ville natale, Marche-en-Famenne. Eh bien, la réussite de la réhabilitation, qui était un succès tant populaire, économique qu'universitaire, il n'a jamais été fait mention de mon patronyme en tant qu'auteur de projet, ni dans l'inauguration du bâtiment, ni dans l'édition en 3 volumes retraçant l'historique de la ville de Marche, mais où la photographie de l'immeuble y figure bien, en bonne place, mais sans mon nom. Bien qu'aussi ayant défini moi-même mon sujet de thèse de doctorat traitant dès 1984, avant quiconque, l'énergie passive et l'urbanisme rural, sujet on ne peut plus d'actualité, bien que ma thèse de doctorat ait été la première d'un architecte soutenu en Belgique, à l'Université de Liège, au département des sciences appliquées. J'ai ensuite poursuivi des recherches sur l'art africain, par exemple, ou la colonisation du Cameroun au XVe siècle par la Chine, ou une méthode d'apprentissage de la lecture de plans d'architectes, ou une étude sur les rapports paradoxaux entre Goya et Picasso à 250 ans d'écart, au sujet de la tauromachie, bien sûr, leur sujet commun. Encore la symbolique culturelle d'Okusai, j'en passe et des meilleurs. Et d'autres travaux, comme la réalisation d'expériences culturelles personnelles, par exemple des recherches picturales incluant la 3D, avoir la lettre par exemple, j'ai suivi le même sort et le même ostracisme. Mais alors, je m'arrête là pour ce qui concerne le passé, pour m'intéresser à l'avenir. Alors, les prospectives, malheureusement ou heureusement, c'est selon, l'histoire ne s'arrête pas là. À la lumière de ce qui précède, je ne vois pas pourquoi la découverte dont je vais vous faire part dans la suite ne suive pas le même chemin qui a précédé. Donc, mais cette fois, l'enjeu est de taille, puisqu'il prend compte, à mon très humble avis, d'une analyse beaucoup plus complète, cette fois des paramètres participant au réchauffement climatique actuel et qui concernent le destin de l'humanité, rien que ça. Et cela à plus d'un titre, bouleversement, tsunami, climat, etc. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai exposées plus avant, je suppose, et je ne suis pas parvenu à faire connaître ma découverte. Les accès aux médias, quels qu'ils soient, m'apparaissent, de mon propre et humble avis, comme cadenassés en quelque sorte. Cette présentation est donc la seule façon, le seul moyen que j'ai trouvé, peu orthodoxe, j'en conviens, d'exposer le sujet de ma découverte de façon conviviale et de le faire connaître avant ma disparition. Tout cela ne serait évidemment pas possible sans la patience, l'intelligence et l'assistance et l'expertise technique de mon ami Dimitri Balagniuk. Qu'il en soit remercié ici. Maintenant, après ce préambule longuet, passons aux choses sérieuses et au sujet de l'exposé proprement dit. Le questionnement. Peut-il exister d'autres facteurs, autres que ceux du rayonnement solaire et de l'effet de serre, qui déterminent le réchauffement climatique constaté depuis quelque temps? Ces tentatives explicatives sur un sujet curieux, de glissement subit de la lithosphère, il est vrai, ont précédé mon travail, dont celui indicatif d'Albert Einstein. Or, des études originales approfondies portant sur d'anciennes structures mégalithiques m'ont permis de mettre en évidence l'implication climatique de dispositions géographiques terrestres précédentes. Elles sont liées à l'existence d'autres nord géographiques, aux datations récentes suffisamment précises de ces nord géographiques, ainsi qu'à de brusques glissements violents apparents dans la lithosphère, générant des tsunamis importants sur la côte ouest atlantique, par exemple, et là où sont implantées de nombreuses industries classées Céveso, notamment des installations nucléaires. Ces contextes terrestres anciens, différents, induisent entre autres des environnements climatiques différents également, ne fût-ce que pour les modifications de latitude. Tout cela semble a priori obéir à des cycles susceptibles de se reproduire dans l'avenir et de voir, dans une proportion qui reste évidemment à déterminer, je n'ai pas les moyens pour ça, prendre une part plus ou moins importante dans le réchauffement climatique constaté de nos jours et dans le cataclysme possible qui pourrait s'en suivre.
Voilà, place maintenant à la présentation proprement dite. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Voici donc le titre, hein, les raisons d'un réchauffement climatique, autre bien sûr, basé sur les études et les recherches mégalithiques. Le MENEC en particulier, je veux être plus précis. Voilà, donc le titre, hein, études et recherches sur les 12 alignements mégalithiques de Le MENEC, près de Carnac, en Bretagne française. Chapitre 1, le contexte particulier de la recherche. Les recherches prennent appui sur, premièrement, des travaux de monsieur Robert Argot, qui a fait publier l'Antarctide et ses origines en 2003. Je suis parti là-dessus, j'ai relu plusieurs fois le livre, je me demandais vraiment de quoi il parlait. C'était vraiment le début de la plotte de laine. J'ai commencé donc à investiguer le sujet, qui m'a semblé très surprenant. Voilà, ça c'est son couverture de son bouquin. Et la proposition qu'il fait des mouvements donc du nord géographique, un déplacement. Là, ça se passe, c'est le nord, mais ça, on parle bien sûr ici de l'Antarctique. Et ce déplacement, donc, on voit pour l'actuel, etc., avec des datations, 1500, 1250, etc., 250, 1200, etc. Donc, c'est une hypothèse qui propose, donc, et avec des coordonnées de ces points. C'est Charles Hapgood qui a fait des recherches là-dessus et qui s'est basé d'abord sur un premier docteur, un océanographe qui s'appelle Ma Ting-ying, qui était donc en Chine taïwanais et qui s'est aperçu presque par hasard que certains récifs coralliens qui poussent parallèlement à l'équateur se trouvaient, il avait trouvé plusieurs sortes d'orientations différentes. Il en a déduit que des nord différents étaient survenus. Il a donc publié ses recherches dans le domaine. Ça, disons, la base, disons, la plus notoire de cette recherche. Ensuite, donc, pour revenir à Hapgood, bien, il a fait appel à Albert Einstein, qui a fait la présentation de son livre. Il a fait deux bouquins qui sont relativement connus, Le mouvement du corps terrestre et le chemin vers le pôle Nord. Très intéressant au niveau très fouillé, etc. C'est un historien, lui, d'origine. Ouais, je parlais de Ma Ting-ying, les deux volumes qui parlent de ces problèmes qu'il a bien, donc Continental Drifts, hein, donc le mouvement de l'altosphère. Hein. Donc voilà, le bouquin de Hapgood, Les mouvements de l'écorce terrestre, qui a été préfacé par Albert Einstein, qui a suivi ses recherches. C'est un historien, Hapgood, mais il est très riche d'enseignements. C'est un livre vraiment très intéressant. Le problème, c'est que il donne des pôles géographiques également, les glissements apparents de la lithosphère, comme on le disait, 3 pôles géographiques, et des datations. Ces datations ne sont pas correctes. Elles ont été refusées par les analyses des glaces. Voici donc les mouvements qu'ils proposent. Hein. Moins 80 000, moins 17 000, moins 55 000. Donc les mouvements de l'écorce terrestre. Mais je me disais, donc cette théorie a été réfutée en cause l'O16, je ne suis pas chimiste, l'O16 ou le 18, donc de l'oxygène, des formes d'oxygène différentes analysées dans les glaces de l'Antarctique, qui disent que ces mouvements n'ont pas pu avoir lieu aux dates qui sont données. Donc moi, j'ai gardé uniquement les coordonnées de ces pôles, et par calcul orthodromique, c'est un nom savant pour dire des calculs de ski sphérique, j'ai refait donc des calculs et voir un petit peu si ces points-là pouvaient correspondre à quelque chose d'autre sur la Terre. Et il se trouve que en cherchant un peu partout et dans tous les coins, je me suis rendu compte que certaines coordonnées de sites mégalithiques étaient en rapport avec ça. Et notamment, un site en particulier, je ne sais pas si si les 3 pôles différents, il y en a un qui se trouve en Yukon, en Alaska. Voici les latitudes et longitudes. Le pôle nord, un autre pôle nord qui se trouve au nord-ouest de la Norvège, avec les coordonnées.
et aussi un pôle H, donc, donc, qui se trouve en baie d'Hudson au Canada. Ce sont les 3 points, donc je reprends très bêtement. Alors, juste une petite précision, ces travaux ne correspondent pas, n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle la dérive des continents, qui ont été développés par Alfred Wegener, pour lesquels on n'a d'ailleurs pas d'explication réelle sur ce phénomène, mais c'est tout à fait un autre concept. Et ce qui va survenir, bien sûr, c'est qu'en fait, les travaux, et ce que j'ai trouvé au niveau mégalithique, c'est que c'est la préhistoire de l'homme, mais c'est très donc, proche de nous au niveau des mouvements. Donc, chapitre 2, le contexte astronomique. Bon, écoutez, on connaît un peu tous la question, hein, le Soleil, les planètes qui tournent autour du Soleil, et la Terre, bien sûr, et puis de temps en temps, des comètes qui se baladent, ou même des catastrophes. Voilà, les distances, la Terre qui se trouve ici par rapport au Soleil, etc. Bon, c'est raccourci, mais ça donne une idée, enfin, du contexte général. Alors, bon, pour préciser pour tout le monde, pour comprendre un petit peu mieux de quoi il retourne, une vue horizontale du dessus du fonctionnement du système solaire et de la Terre en particulier, le Soleil qui est tout petit et la Terre qui est très grande, donc bon, les proportions ne sont vraiment pas conservées. Donc la Terre tourne autour du Soleil dans ce sens-ci, si c'est vu du dessus, et elle a un angle, on va voir ça, elle tourne dans ce sens-là, hein, voilà. Et il y a des points, il faut dire cardinaux, mais au moins deux très importants. Le solstice d'hiver, le 21 décembre, qui migre un peu, mais on est à peu près maintenant, et au solstice d'été, le 21 juin. On va voir un peu plus loin ce que ça signifie. Voilà. Donc, la seconde chose pour tout le monde, c'est que l'axe de la Terre n'est pas perpendiculaire à son plan de révolution, qui est ce qu'on appelle le plan écliptique. Il y a 23 degrés 27 minutes d'angle. Alors, cet angle-là est déterminant pour nous et pour les saisons. Donc, on voit si l'angle est placé comme ceci, donc le nord actuel, donc on se trouve au solstice d'été, donc la partie la plus intéressante pour nous, la plus chaude pour nous l'été, et le solstice d'hiver où donc l'axe se trouve là, donc on se trouve plus dans le nord, donc on bénéficie, on va le voir, de moins de rayonnement solaire, donc des températures en général un peu plus basses. Voilà. L'explication, le soleil, l'inclinaison au solstice d'hiver, au solstice d'été, pardon, delta qu'on appelle là, l'inclinaison solaire, et donc ici, pour le cercle polaire, et puis ici, donc, le tropique nord, tropique du Cancer, voilà. Donc, en fait, c'est la hauteur maximale qui est atteinte par le Soleil, pour le rayonnement solaire, le 21 juin. Ensuite, il décline, il repart vers le sud, tout c'est relatif, bien sûr, et alors là, donc, on se trouve à l'opposé, au 21 décembre, où la perpendiculaire des rayons se trouve bien sûr au tropique du Capricorne, et nous nous trouvons bien sûr au 50 degrés nord en gros, pour la Belgique. Donc on est dans le froid, dans la température plus basse. On se trouve ici par exemple dans un soleil permanent, c'est ça le soleil de minuit, là, qu'on peut trouver ça. Donc quand on est en solstice d'été, et en hiver, eh bien, on a l'inverse, on se trouve dans une nuit unipolaire prolongée, puisqu'on n'a plus d'éclairement et qui s'arrête donc à la limite du cercle polaire arctique. La suivante. Alors, un phénomène assez intéressant, c'est que si on se trouve plus ou moins à un tropique, par exemple, parlons du tropique nord, il y a un phénomène assez curieux, c'est que si on plante un bâton dans le sol, eh bien, ou un menhir, comme on va voir, en fait, l'angle qui est donné par l'ombre est équivalent en gros à 48 degrés, 45 degrés, lorsque le soleil se trouve donc au tropique, du Capricorne, tropique sud. Et si on observe l'ombre se déplacer, jusqu'à la verticalité, bien sûr, hein, quand on va se trouver au solstice d'été, eh bien, on pourra connaître assez facilement la position du Soleil par rapport à la saison où on se trouve, hein, puisqu'il va se déplacer, que l'on va rétrécir quand il va aller vers le solstice d'été, et il rallongera, il ira vers le solstice d'hiver. Ça, c'est une information très importante pour les personnes qui habitent nos régions.
Chapitre 3, le site de Lemenec à Carnac en Bretagne française. Alors, bon, un petit dessin, une petite carte de la Bretagne. Donc on se trouve donc à l'ouest de la France, ouest, on va voir plus loin. Une photo aérienne Google du site de Lemenec à Carnac. On voit déjà les habitations. Alors on voit pas grand-chose, mais enfin je voulais la faire voir. Et donc bien sûr l'orientation par rapport au nord. Donc on voit qu'il y a une inclinaison comme ça, en gros, du site. Alors ça, c'est un autre site qui est voisin, mais on voit, en fait, on a des pierres qui s'étirent comme ça, faisant fi même de la géographie et du relief des terrains. Voilà, encore une photo de, ça je pense, c'est Carnac, oui, c'est le Mennec, oui. Oui, ça semble, voilà. Alors, un relevé. Alors, le relevé, ça c'est intéressant, le relevé du géomètre Alexander Thom et son fils, ils ont relevé donc le site de Le Mennec, et très précisément, et ils se sont aperçus qu'il y avait des aliments, bien sûr tout le monde l'a bien vu, mais enfin il y en a 12 qui sont assez précis, hein, une coupure ici, et puis alors deux sortes d'œufs comme ça, de part et d'autre. Il y a plus d'un millier de mégalithes. Alors il présente, il a juste mesuré, il a juste été placé les pierres qui sont les mégalithes qu'on appelle, hein, sur le terrain. Il a fait un relevé. Au moins on a en effet, c'est un type extrêmement sérieux. Il a même fait intervenir la NASA là-dedans pour obtenir quelque chose de parfait. Il a fait ça dans toute la Bretagne et dans les sites mégalithiques. Lui, il est à la recherche d'autre chose, de normes de mesure pour toutes ces périodes-là. Alors donc, voilà. Oui, oui, je disais, oui, c'est ça que je voulais dire. On a près de plus d'un kilomètre de long, hein, c'est énorme. Vous voyez les efforts gigantesques pour des gens qui ne connaissaient pas la roue. Sans doute deux cercles ovoïdes, comme je disais, de part et d'autre des extrémités est et ouest. 12 lignes formées de mégalithes, plus ou moins parallèles. On compte, on voit un millier, on sent mégalithes plantés verticalement dans le sol actuellement, et puis des blocs qui mesurent, alors c'est vrai, à l'ouest, environ de 4 mètres, mais ça varie à l'ouest, et à l'est, on a une hauteur de 60 cm à l'est, et celle-là, cette hauteur-là est quasiment constante. 60 cm. Et la largeur des espaces laissés entre les lignes, pour en dire, respectivement, de 100 à 1 mètre, oui, à l'ouest et 60 mètres. Donc en fait, 63 mètres à l'est, donc en fait, on a un élargissement vers l'ouest. C'est moins important. Voilà un petit peu, maintenant, passer ça de façon un peu plus précise. Moi, alors, donc, on a des lignes, la référence, enfin, pour se retrouver un peu dans tout ça, et des hypothèses que je commence à placer, c'est-à-dire, en fait, deux points assez importants qui sont partis de donc dans ces parties ovoïdes. Je ne vais pas rentrer dans les détails énormément, mais suffisamment pour qu'on comprenne de quoi il s'agit et de l'hypothèse que j'ai désireux de mettre à l'épreuve la thèse générale, voilà. Donc, je disais, un relevé extrêmement rigoureux, précis d'Alexander Thom, et donc une reconstitution vraiment fiable. Quoi d'autre? Oui. La question, c'est qu'on se retrouve dans un contexte très ancien. Les analyses archéologiques du carbone 14 et de thermoluminescence indiquent qu'on peut remonter sur 4000 et quelques années avant notre ère, et 3000 et quelques. Donc c'est récent dans le passé de l'homme. Donc au cours de la NASA, comme je disais, donc, je vais me référer constamment à ces travaux d'Alexandre, mais son fils Archibald, c'est ça, de géomètre de haut vol. Chapitre 4, la découverte, la présentation de ce que je pense avoir trouvé d'important, c'est qu'en faisant mes calculs orthodromiques de triangle sphérique, voilà, c'est les formules dites de Gauss. Alors, si je me place dans un autre contexte, c'est-à-dire si j'utilise le nord Yukon, hein, après avoir fait un tas d'essais, etc., que j'utilise Yukon en nord géographique, alors là, c'est vraiment étonnant, c'est que je me trouve à ce moment-là, le site de Lemenec se trouve au tropique nord, donc de notre système, de notre planète. Et ça,
c'est extrêmement important, évidemment, si donc je fais référence à EUCOM, hein, donc avec la référence et les coordonnées d'EUCOM. Alors, chapitre suivant, l'exploitation de la découverte. Une théorie, je tiens à dire pas tout à fait, mais je la présente quand même. On pense, enfin, on ne comprend pas très bien pourquoi il y a un cycle de 11 ans. En fait, le Soleil présente un cycle de 2 fois 11 ans. Des tâches apparaissent, reparaissent. Donc, je disais, une hypothèse, Athéna, le journal périodique indique qu'il est possible qu'il y ait une conjonction d'éléments qui ont favorisé ce cycle solaire. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Ok. Maintenant, donc le rappel, donc le comportement normal de l'axe de la Terre au tropique nord, comme on l'avait vu, donc on se trouve à la verticale, maximum du Soleil, donc quand on se trouve au tropique nord, tropique nord, je dis bien avec l'axe de la Terre actuel, de 27 degrés et 23 degrés 27 minutes. Ensuite, alors, si on se trouve dans cette situation, c'est-à-dire donc le site au tropique nord, qu'est-ce que pourraient signifier les deux structures ovoïdes qu'on a vues à l'est et à l'ouest, et essayer d'interpréter ce système, ce truc. Et là, je veux dire, ça a l'air facile comme ça, mais ça m'a pris des années pour essayer de comprendre correctement les situations. Qu'est-ce qu'on va essayer de savoir? Si on remarque, on va regarder le plan, je crois qu'il suit derrière, non, il n'est pas là. Donc, en fait, oui, il y a plusieurs phénomènes. Donc, on a ces structures, ces éléments ovoïdes. On a aussi un gap, comme ça, un arrêt de mégalithes à un moment donné, plutôt vers l'est du site, sur toutes les lignes. La troisième élément, troisième caractéristique, c'est qu'on a une hauteur de mégalithes de plus ou moins 60 cm partout du côté est. Ensuite, si on déplace, si on regarde cet angle un peu particulier, etc., on va voir qu'on va se trouver en plein est, c'est-à-dire la partie est du site se trouve dirigée plein sur le nord géographique de Yukon. La hauteur, alors des mégalithes, je continue sur les caractéristiques, les mégalithes à l'ouest varient de façon assez importante, de 2,50 m à 3,70 m. Ensuite, donc j'ai parlé de cet angle-là particulier plein Yukon. Et alors donc la datation du carbone 14 et thermoluminescence dont j'ai déjà parlé. Alors l'observation des menhirs, des deux menhirs situés dans les œufs là, eh bien qu'est-ce que ça signifie? Voilà, en détail un peu plus particulier. Bon, j'ai fait des recherches aussi sur les longueurs d'onde et comment ils auraient pu inventer ça, trouver ça. Mais ce qu'on peut voir surtout, c'est que si on accepte, toujours, hein, interprétation, et le placement de mégalithes particuliers à ces deux endroits-là, on s'aperçoit que dans ce cas-là, on mesure une onde venant du dessus vers le sud, du nord vers le sud, et là, du sud vers le nord. Ça, c'est un élément assez important qui signifierait que l'axe de la Terre se penche plus, varie, et permet donc une arrivée de lumière solaire au tropique nord, je dis bien toujours, venant du nord vers le sud, ce qui explique donc la situation de ce témoin-là. Alors, pareil, ensuite, on a une onde qui vient du sud vers le nord, ce qui est classique et qui devrait être seulement cette façon de faire. Voilà, un petit peu encore. Je reprends donc oui, les dessins, le mouvement de l'axe de la Terre, l'état qui varie. Alors, deuxième élément, le gap. Alors, on voit mal, mais ici, sur le côté, donc on a parlé des œufs, maintenant, la partie ici, vous voyez, il y a une absence de mégalithes. Ça pourrait signifier que dans le cas, attendez, je crois qu'on a la suivante. Oui, voilà, le gap, relevé donc toujours de Alexander Thom. Là, on se trouve à l'est, là, on se trouve à l'ouest. Ça, c'est des moyennes générales. On voit qu'on a ici quelque chose comme 60 cm, et là, on a un gap. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que le Soleil arrive à la perpendiculaire à un moment donné dans le site, en fonction des deux œufs, là, surtout à droite, à l'est. On n'a pas d'ombre. Donc, en fait,
l'axe se relève ou passe au moment perpendiculaire, mais plus tard, pas au solstice d'été. Ensuite, on continue. On a dit extrémité est, donc toujours égal, voilà, c'est cette partie-ci. Et on voit qu'on a quelque chose de très régulier. Donc en fait, on a sans doute comment, sur sur toutes ces lignes, une attitude très proche pour chaque ligne. Alors, l'orientation, je disais, vers Yukon. Là, on a nos angles, etc., des 24 degrés qui correspondent à l'angle que fait le site et avec Yukon. Hein. Donc, on continue. Voilà, ouais, je vous disais, l'orientation plein nord sur Yukon. Donc, ça voudrait dire que si on adopte cette théorie de jour, hein, on a chaque mégalithe, chaque petite pierre ou grosse pierre correspond à un jour, et on se trouve donc, on part toujours de ce côté-là, on lit de droite à gauche, et on va vers l'ouest. D'accord? Quand on compte, alors on verra ça peut-être plus tard, je me souviens de la suite. Quand on compte les pierres, on voit que ça correspond, qu'il y a une variation dans la longueur du nombre de jours dans l'année. Toujours pareil, les angles, extrémité ouest, voilà, ici, on voit un peu mal, mais enfin voilà. Donc les pierres plus hautes, mais variant, plus courtes et plus longues, plus hautes. Voilà. Alors voilà, ça c'est un relevé statistique, c'est par deux rangées, et on voit que en fait, on part d'une base assez basse, et on évolue vers quelque chose de plus haut. Voilà, si je reprends les lignes, je les trouve, voilà, on peut imaginer qu'on a quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'en fait, c'est une interprétation, mais on se trouve quand même à 4-5 000 ans avant notre ère, et énormément de modifications ont pu survenir. Comptage des mégalithes, voilà. Les mégalithes montrent que le comptage ligne par ligne, etc., de façon précise, montre que on a une quantité de jours beaucoup plus grande au sud qu'au nord. Donc on a une variation de longueur des années. Alors voilà, donc si on accepte toujours dans cette hypothèse, on aurait donc la ligne 12, on aurait une dizaine de mois calculés pour la longueur de l'année, et on irait même jusqu'à 14 mois pour la première ligne. Et aussi une variation dans l'axe, l'orientation de l'axe de la Terre. Quant à Yukon, le solstice d'été, on a quelque chose de très proche, hein, qui ne varie pas. D'explication, d'interprétation du site de Lemenec à Karnak, c'est donc une hypothèse que j'ai laissée quand même un peu de côté maintenant, c'est la route de l'Étain, donc une destination de l'ouvrage qui aurait été faite pour la marine à voile, tributaire des vents des alizés et des courants marins. Par exemple, en quête d'étain qui est exploité dans les Cornouailles. Alors, dans cette hypothèse-là, on peut comprendre que les 12 lignes du site représenteraient donc une des étapes, un boustrophée, donc un calendrier perpétuel sur base donc solaire, une base solaire des 11 ans qu'on connaît. Donc on commence à la première ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, jusqu'à la 12e, et on revient à la première ligne. Donc voilà, donc c'est ce qui est expliqué ici, hein, première, 12, et puis on revient. Donc c'est un calendrier perpétuel. Alors comment ça fonctionne sur le site? Eh bien, on commencerait donc par la droite à l'est, et on progresserait vers l'ouest, et on reviendrait vers l'est comme ça, on partirait comme ça pour faire toute l'année, parce qu'en fait on aurait une demi-année à chaque fois donc sur la longueur. Voilà. Donc solstice d'été, un gap, on va revenir sur tout ça, l'équinoxe, on va placer l'équinoxe ici, et le solstice d'hiver. Voilà, même chose du calendrier. Donc une vaste lac représentant un calendrier perpétuel bouscophédon basé sur un cycle de 11 ans. Chaque mégalithe, ça on va le garder
jusqu'à la fin, chaque mégalithe représente un jour dans l'année. Et chaque hauteur de mégalithe correspond à une longueur d'ombre, on va revenir sur tout ça, et les extrémités est et ouest matérialisent les solstices d'hiver et d'été. On va croire que j'ai trouvé ça tout seul et tout de suite, ça a été très très lent à élaborer. Voilà, toujours la même question. Le nord actuel et un autre nord qui est le pôle nord, donc par glissement de Yukon en Alaska. Chapitre 2, deuxième. Alors, seconde hypothèse, qui à mon avis tient mieux la route. Donc, il s'agit d'un ouvrage destiné aussi à la marine à voile, sujette au vent, aux alizés, aux courants marins, mais destiné à connaître l'état du climat, et notamment dans le Grand Nord arctique pour la chasse au cachalot. Alors, ici, on se trouve en Pyrénées-Atlantiques. Oui, pourquoi les Pyrénées-Atlantiques? C'est parce que on a retrouvé une tradition chez les gens qui faisaient une chasse à la baleine et qui était coordonnée avec certains chasseurs justement de la baleine et des poissons donc à Carnac en Bretagne. Ici, aplatissement d'épaule dû à la force centrifuge, je connais très bien l'affaire, l'écliptique, etc. On ne revient pas sur ces choses-là, position de l'axe de la Terre par rapport à l'écliptique. Et alors, pourquoi, on va revenir sur tout ça également, ce mouvement qui est relativement stable quand on se trouve au solstice d'été, mais en hiver, on va voir qu'on a des rallongements très importants de menhir et qui font que finalement, on peut en déduire que l'orbite se modifie énormément en fonction des années. Ce qui justifie aussi donc un climat différent. Vous voyez, sur presque 4 mois d'écart entre les deux positions extrêmes. Donc on a de 10 à 14 mois environ évalué. Hein. Au suivant, la chasse au cachalot. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, on se retrouve, vous voyez, les zones les plus importantes se trouvent donc aux tropiques et à l'équateur, mais on se trouve dans un autre cas de figure, puisque maintenant on se trouve avec un Yukon, en Alaska. Alors, qu'est-ce qui permet de penser qu'il y a réellement quelque chose qui se passe? On sait que culturellement, Saint-Jean-de-Luz et Pays Basque est fort isolé au niveau de la langue, etc. Mais les analyses génétiques ont montré qu'il y a moins de 10 000 ans, on a retrouvé l'emplacement de certaines accointances très fortes, similitudes, avec certaines peuplades qui se trouvent dans le nord, en Arctique. Et ça pourrait justifier donc ces voyages de ces populations vers le nord arctique. Alors, à la base de tout ça, des recherches relativement récentes qui montrent que sur les menhirs, on retrouve le dessin notamment bien sûr d'animaux terrestres, mais aussi de baleines, de cachalots. Voilà là ça se trouve donc évidemment du côté de Carnac, hein, ici encore. Ici aussi, le dessin, je ne sais pas si on voit bien, c'est pas toujours très, très évident, dans un cairn. Ici encore, Quai Maillard, vous voyez, donc il y a plusieurs sites qui représentent toujours des cétacés. Là, vous voyez. Alors ici, oui, sur un menhir, je pense que c'est à Gravigny, oui, c'est ça, on retrouve un dessin qui a pu être interprété, et il s'agit en fait d'une barque. Alors voilà, grossièrement comme ça, c'est pas évident, mais quand on regarde de plus près, si on l'ouvre, vous voyez, on voit la balade de la barque et peut-être même la balade de certains menhirs. Hein. Voilà. Alors, les voyages donc des bateaux, on les a retrouvés le long des côtes irlandaises, anglaises, Grande-Bretagne, et puis vers le nord encore plus loin. Voilà. Ça, donc, conclut la présentation de cette hypothèse, cette découverte que j'ai faite à propos et d'interprétation à propos donc de Lemennek à Carnac. C'est clair? Maintenant, je pense que ce n'est pas tout à fait fini et qu'on peut prolonger un petit peu la réflexion. J'ai appelé ça discussion. Les questions climatiques et les cycles. Bon,
grossièrement, on sait qu'il y a eu beaucoup de mouvements autour de 13 000 et puis autour de 6 700 avant Jésus-Christ, des mouvements donc importants du niveau des mers et à quoi attribuer ces choses-là. On peut parler aussi du âge glaciaire au Moyen Âge. Hein, on a des périodes assez étonnantes. Voilà, température, etc. Certaines choses qui sont des routes qui sont maintenant inondées, mais qui étaient certainement à ciel ouvert. Ici, un tsunami, on a détecté, c'est très récent, un tsunami gigantesque qui aurait anéanti une partie de l'Angleterre il y a 8000 ans, donc un peu avant donc, la datation de notre site. Plus de 20 mètres de haut dans les îles Shetland, etc. Ça peut correspondre à un point, un nord, on va voir ça, un nord qui se trouverait au nord-ouest, troisième nord, au nord-ouest de la Norvège. Alors, il y a à peu près 4500 ans avant Jésus-Christ, 700 ans avant Jésus-Christ, donc dans les périodes qu'on étudie, le Massif central, développement des volcans, ils sont apparus à ce moment-là. Le Sahara également, qui était vert, il y a 6000 ans et qui a, on sait pas, il y a des traces importantes de végétation, etc., et qui tout doucement est devenu un désert. Donc, voilà, bon, le centre de la Terre, c'est schématique, ça montre un peu voilà, le centre de la Terre. Bon, deux publications que j'ai faites sur Amazon. Voilà. Ici, c'est un relevé assez étonnant de plusieurs sites qui se sont trouvés, qui se trouvent à partir de l'ouest, donc de l'océan, sur une ligne est-ouest, donc de plusieurs sites différents qui ont été relevés et qui vraisemblablement jouent le même rôle que celui de Lemenec. Je me suis cantonné à Lemenec, bien sûr, mais ce qui pourrait vouloir dire que des mouvements de glissement de la lithosphère se seraient passés dans la suite. Donc le premier site étant celui de Lemenec et étant en rapport avec les gens de la mer. Voilà, ça aussi, oui. Saint-Jacques-de-Compostelle et son histoire, la mémoire de la lithosphère, c'était aussi une petite publication, une petite page, qui montre que finalement, Saint-Jacques-de-Compostelle, avant toutes les notions amenées par les moines anglais en Galice, euh, a certainement un fond de vérité et vraisemblablement un glissement qui aurait lieu à peu près en 1250 avant Jésus-Christ et qui est relaté dans un grand nombre de témoignages historiques, dont celui de Josué qui lève les bras au ciel et qui arrête la course du soleil, etc., en pays de Canaan, alors que vraisemblablement, ce n'est pas le soleil qui s'arrête, mais la terre qui bouge, c'est relatif. Ah, oui, l'intérêt de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est qu'apparemment, alors c'est par rapport à un autre nord qui se trouve en baie d'Hudson, on a la même distance entre Saint-Jacques à 60 km près, d'après les calculs, entre Saint-Jacques et la baie d'Hudson, et c'est le pôle nord actuel. Donc en fait, on aurait une sorte d'axe autour duquel donc tout aurait glissé. Et c'est ça qui aurait surpris les navigateurs et les gens de l'époque, et que ça aurait été transmis bien longtemps après. Bon voilà, pour l'influence hein, de Saint-Jacques et de ces mouvements de pèlerins qui précèdent très largement à l'époque romaine, donc évidemment à l'époque chrétienne, qui était reprise par les chrétiens, Saint-Jacques de Compostelle. La Terre se refroidit, ouais, des préoccupations donc, générales se passent là-dessus. Alors, bon, on voit qu'il y a eu un grand nombre de phénomènes qu'on a vraisemblablement plutôt passé sous silence ou oubliés, et qui montrent que finalement, bah, les choses ne sont pas si calmes qu'on voudrait le croire et si paisibles. Mais ce qui est trompeur, c'est vrai, c'est que depuis un certain temps, on a une accalmie de tous ces phénomènes qui étaient attendus à l'époque du Christ, qu'il était encore au temps de Mahomet, du Coran, et puis ensuite qui ont commencé à se manifester tout doucement, sans pour ça déclencher de glissement de la lithosphère. Alors, ça a préoccupé évidemment énormément de peuples, de civilisations, de cultures antérieurement, parce qu'elles étaient directement liées
à ces genres de choses. Je parle certainement de comment? De la Mésopotamie et du cunéiforme de Babylone, qui, bon, on pourrait trouver que l'ancêtre des carnavals, pourrait se situer dans ces zones-là. Pourquoi? Parce que, oui, dans 2300 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre de phénomènes qui bouleversaient les bâtiments et des choses de cet ordre-là, euh, se révélaient dangereux pour les rois qui habitaient ou les princes et les dignitaires qui se mettaient dans des bâtiments très solides. Ils se dépêchaient de couronner des gens, des prisonniers, des choses comme ça, de les mettre dans le trône. Eux allaient se réfugier des petites cabanes en bois, qui étaient moins susceptibles d'être affectées par les mouvements telluriques de l'atmosphère. Et puis, lorsque le drame était passé, les gens, donc, ils retrouvaient les prisonniers, ils passaient par les armes, mais ils retrouvaient leur siège. Mais les temples et les palais étaient quelquefois endommagés et ils devaient être reconstruits. Donc oui, alors on peut penser également que les innombrables témoignages écrits, les traditions orales parlent de déluges, de brusques déluges, de mouvements, il y a énormément de cultures qui parlent de ça. Et il n'est pas, et parce que ce ne soit pas nécessairement des pluies catastrophiques, mais justement des grands tsunamis gigantesques dus à ces glissements de la lithosphère. Alors, hop là, il y a aussi des apparitions de phénomènes célestes, Nibiru, 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 voilà, Planète X, Némésis, etc. Némésis. Ce sont un tas de phénomènes. Donc, ces peuples, notamment en Mésopotamie, étaient très intéressés par le mouvement des étoiles, la course des choses, se disant qu'il y avait peut-être des phénomènes qui allaient mettre raccorder ces phénomènes observés sur Terre à des phénomènes célestes. Voilà, ça c'est un extrait de la Tob qui relate que l'histoire de Josué, donc en 1250, les Israéliens qui arrivent en pays de Canaan en 1200. Alors, et même dans les évangiles, j'ai relevé environ une quarantaine d'occurrences où le Christ présente lui-même, dit qu'il y a des phénomènes importants qui vont arriver, qui vont survenir. Hein. Je viendrai comme un voleur, nul ne connaît ni le moment ni l'heure, cette génération ne passera pas avant que des phénomènes importants se passent. Et ça serait peut-être, enfin, une explication pour laquelle les apôtres se sont réfugiés au Cénacle, ayant abandonné toutes leurs activités professionnelles et attendaient terrés dans la fin du monde, dans le Cénacle. Elles n'arrivant pas, ils se sont trouvés fort dépourvus et ont dû faire du prosélytisme pour essayer de retrouver des moyens financiers. Alors, Ovide aussi parle dans ses métamorphoses, dans ses écrits, d'âge de l'humanité, l'âge d'or, d'argent, d'airain, du fer. Bon, peu importe. Ce qui compte, c'est que finalement, il y a eu des phénomènes importants relatés là aussi. On a retrouvé des bateaux qui étaient carrément sortis de leur lit. On a trouvé ça aussi, je ne sais pas si j'en parle ici, des mammouths qu'on a retrouvés qui étaient en train de digérer, glacés rapidement, donc congelés complètement, en train de digérer, donc c'était vraiment, qui avait glissé comme ça, qui s'était retrouvé à l'ouest. Donc il y a des phénomènes très importants qui se sont déjà parlé, qui sont déjà apparus. Suivante. Oui. Aussi, le Coran parle des choses je n'ai pas retrouvé toujours toutes les sources, mais euh, c'est très difficile. Hein. Il s'agit carrément, bien sûr, d'exégèse. Dieu sait si c'est compliqué dans toutes les religions, autant dans la Bible que dans le Coran. Mais ce qui est sûr, c'est que le Coran parle de mouvement des montagnes,
de piliers de tente qui bougent, etc. Donc, il y a des choses qui sont, dont on parle et qui peuvent être interprétées comme aussi une prise de connaissance ou un rappel de catastrophes ou de mouvements de la lithosphère. Voilà. Le mouvement des montagnes, etc. Tout ça est repris dans le Coran. Je passe dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors, une autre civilisation, mais qui est beaucoup plus récente, évidemment, c'est les civilisations du Moyen-Orient, pardon, d'Amérique latine, qui essayent, elles aussi, de comprendre un peu tout ce qui se passe, et qui sont d'ailleurs très forts dans tout ce qui est calendrier, et qui cherchent, et c'est pour ça que je viens gentiment vers cette question-là, qui cherchent des cycles, qui cherchent à comprendre comment les choses se renouvellent. Et donc, toutes ces civilisations donc, se sont penchées sur cette question. Alors voilà, donc ma proposition personnelle sur la question, c'est qu'il y a quand même des phénomènes qui ne doivent pas échapper à notre compréhension, notre attention. C'est que la calotte glaciaire arctique se réchauffe environ 4 fois plus vite que le reste de la planète, ce qui signifierait qu'il y a quand même quelque chose d'une grande disparité dans le réchauffement climatique. D'autre part, oui, on trouve ça, donc d'énormes dolines, hein, on appelle ça des dolines, donc des trous gigantesques en Sibérie, au Canada, parce que le permafrost est en train de fondre. D'autre part, oui, question stupide, mais pourquoi y a-t-il de la neige sur le sommet des montagnes? Il y a deux principes thermiques, la conduction et la convection. Dans le cas donc ces phénomènes se produisent parce qu'il y a des réactions bien sûr nucléaires dans le noyau de la Terre. Elles sont transmises, mais ces réactions sont peut-être plus violentes, plus importantes dans certains cas, ce qui provoquerait donc une fonte des glaces au sommet des montagnes, ce qu'on peut observer actuellement. Ensuite, euh, oui, ce qu'on peut observer également, c'est que des hausses de température, avant un réchauffement global généralisé d'un demi-degré, d'un degré, on observe ça, on a des progressions lentes mais régulières des températures générales. On peut observer également que le réchauffement se fait de façon ponctuelle. D'abord, très ponctuellement à certains endroits, et puis après, ça se généralise un peu partout. C'est disséminé d'abord sur la surface, et puis ça se généralise. Donc, qu'est-ce qu'on pourra en déduire éventuellement? C'est qu'il y a un mouvement du noyau, une interaction, un mouvement du noyau vers plutôt le sommet, vers le pôle nord, ou pas vraiment dans le pôle nord ici, un peu plus décentré, du noyau vers la lithosphère. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à ce moment-là? C'est que si on observe des aspérités du côté de notre surface notre coquille d'œuf sur laquelle on se balade, il pourrait y avoir aussi des aspérités à l'intérieur de la lithosphère faisant face au noyau, ce qui occasionnerait donc bien sûr ces réchauffements ponctuels, puisqu'il y aura un frottement un peu plus important donc par le noyau central. Voilà, voilà. Et alors oui, ce qu'on observe aussi, à confirmer bien sûr, c'est une augmentation des glaces, pas sur l'Antarctique, qui se trouverait ici, mais plutôt à l'est de l'océan Indien, pardon, au sud de l'océan Indien, à l'est de l'Antarctique, et qui pourrait expliquer donc un refroidissement plutôt au pôle sud et un réchauffement plutôt au pôle nord. Parce que en fait, oui, on a relevé des vitesses différentielles entre l'écorce terrestre elle-même, la lithosphère, et le noyau de la Terre qui passerait à 75% de la vitesse de la lithosphère. Donc, glissement soudain et apparent, oui, donc que ce sera un glissement soudain. Ça, c'est bien l'hypothèse d'un bout d'Einstein à laquelle j'adhère complètement. Donc, réchauffement plus rapide, je disais, et fonte consécutive des glaces, mais dans le pôle nord ou dans le nord, pas pôle nord exactement, mais accumulation gigantesque des glaces au sud, réchauffement ponctuel mesuré principalement à la surface de l'hémisphère nord, précédant des hausses générales uniformisées des températures, soit un réchauffement climatique constaté actuellement. Donc, en fait, ça viendra à l'appui de
de cet effet de serre qu'on a relevé partout, à cause de l'accumulation notamment du CO2, mais d'autres gaz également, donc qui gardent prisonniers les infrarouges. Mais s'il y a production d'infrarouges de l'intérieur de la Terre, ça n'en est que pire. Ce que je veux dire aussi, c'est que malheureusement, les moyens qui sont réduits pourraient, on n'a pas comment quantifier ces, ces données. Et quelle est l'importance, par exemple, de ce phénomène que je relève au niveau du noyau de la Terre par rapport à la pollution et à la production de chaleur à la surface de la Terre. Donc, alors, j'ai essayé moi-même aussi de retrouver des cycles. Euh, Pourquoi pas? Et il semblerait que les choses soient assez simples, si on veut. Ce sont des sortes de modules de 1250 ans, divisé par 2, 625 ans, enfin, et on se retrouvait si. Alors, réservé pour tout ce qui est égyptien de 200 ans, mais selon certains témoignages importants de chercheurs et de connaisseurs de la question, on aurait une erreur à peu près de 200 ans par rapport aux datations officielles de l'Empire de la civilisation égyptienne. Donc, si on s'en tient à peu près à 200 ans de différence, eh bien, dans ce cas-là, tout colle et on trouve un réchauffement, un cycle relativement stable de 200, 625 et le reste. Donc, on voit ici, bon, bien sûr, l'époque musulmane, euh, les 1250 avant Jésus-Christ, enfin, vous voyez, donc toutes les choses, le petit âge glaciaire, etc., la civilisation khmer, vous voyez, donc tout ça tient assez bien la route. Alors, qu'est-ce qu'on pourra en déduire? Ben voilà, un système d'interaction, donc un mouvement, de la, donc du noyau par rapport à la lithosphère. Et on voit par exemple, bon, j'ai placé l'est de la Norvège avant, précédant Yukon, ce qui correspond apparemment aux informations dont je dispose. Yukon, le nord, le pôle nord actuel, mais la baie d'Hudson, et un retour au pôle nord, deux fois, et pôle nord, et ensuite, qu'est-ce qui va devenir dans 1500 ans, d'après le cycle que j'ai pu relever. Alors, comment, le comportement du système solaire a été relevé par l'ensemble du système solaire, par des voyageurs dans la galaxie, et il se comporte un petit peu comme une sorte de serpent, comme ça. Et alors, dans ce cas-là, on pourra en voir que ce système, par rapport au plan de, d'écliptique, ne serait plus toujours en accord avec la marche continue de tout le système, ce qui pourrait expliquer, vous voyez, la position du noyau par rapport, donc plus haut, plus bas, etc., contre ou pas, vers le sud, vers le nord, par rapport à la marche continue de l'ensemble du système solaire dans la galaxie. Voilà, cette fois-ci, j'en arrête là. Là. Ça, c'est déjà un peu vite. Je m'arrête sur cette dernière information. Je vous remercie. Est-ce que vous avez beaucoup étudié des choses à propos de Karnak? Quelle explication scientifique de Karnak aujourd'hui est-ce que les scientifiques ont bien prononcé et quelles sont des explications des sites comme ça qui sont exposés ou... Oui, c'est vrai, la question vraiment a du sens. Euh, je me suis basé sur aucune des hypothèses actuelles qui, pour moi, sont plus ou moins les plus farfelues les unes que les autres. On parle d'alliés des géants, de sacrifices, de trucs avec les as, etc. Je n'adhère à rien de ce qui a été dit. Je pense que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est la mienne. En fait, quand quand on oriente le site se oriente vers le pôle nord de Yukon. Là, on est parfaitement aligné. Tout se passe de façon tout à fait plausible et logique et normale. Donc, pour moi, les hypothèses précédentes
pour moi, apparemment, je suis désolé, mais pour moi, elles sont relativement farfelues. Donc, par exemple, la France, quelle est la position officielle de la France par rapport à tous ces sites-là? Est-ce qu'il y Ah, avait? y a pas non, j'essaie de contacter les gens donc de Rennes et cetera, pas de réponse, donc je ne sais pas, il y a effectivement plein de choses, c'est des énigmes actuellement, heu, auxquelles je pense apporter ma petite contribution, à la science et à la connaissance et je dérive de là avec cette interprétation qui me semble très extrêmement plausible, sur d'autres considérations qui sont vraiment à l'ordre du jour actuellement, qui est le réchauffement climatique. Donc, en deux mots, si vous expliquez à quoi servait justement, c'était un espèce de calendrier C'est ça, quand on peut aller merveilleux. chasser ou simplement un calendrier. C'est un calendrier qui permettait de connaître, l'état, des glaces, des températures, dans le Grand Nord. Et comme c'est cyclique, mais que si on regarde, il faudrait que je retrouve la page, mais que c'est comment cyclique et que ça se répète tous les environ les 7, 5, 6 ans, 7 ans, enfin quand on revient dans la même période, c'est le fait qu'il y ait moins de glace et pour la chasse à la baleine c'était d'autant plus facile. Et puis d'autres moments où il y avait effectivement trop de glace et trop de trucs, la navigation était impossible et donc ben, c'était une question de survie, hein. Les baleines, c'était pas rien. Et dans le golfe de Gascogne, on se trouve dans des endroits extrêmement profonds. Donc la question de la chasse se comprend aisément, d'autant que on a compris que la chasse à la baleine consistait à blesser d'abord le baleineau. Les mères baleines venaient avec leurs petits pour justement les former avant qu'ils soient aptes à pouvoir naviguer d'eux-mêmes, pouvoir vivre eux-mêmes. Et donc, ils blessaient donc le baleineau et ils entraînaient la mer dans leur chasse, et cetera. Donc, c'était vraiment toute une technique qu'on a retrouvée et qui est en général, même qui a été comment, continuée très longtemps pour la chasse à la baleine, hein, avec des moyens très réduits. Donc, et au niveau de mouvement de pôle Nord de Yukon Mhm. vers apparemment nord actuel, Et- c'est le nord géographique ou le nord ah non, non, c'est bien des nords, ça devient des nords, ça devient des nords géographiques, oui. Mais donc, ils bougent carrément, c'est carrément un glissement de la peau de la lithosphère, ce qui, bien sûr, entraîne des tsunamis gigantesques, des déluges, qui après aussi des fractures au niveau même de l'écorce terrestre, parce que bon, ça se fait pas en une fois et que ça se fait pas, je veux dire, comment les aplatissements qui ont eu lieu avec les forces centrifuges sont là, et donc toute cette adaptation doit se refaire, donc tout ça crée des cataclysmes évidemment importants. et on peut dire que combien cet mouvement, est-ce que je comprends que vous n'avez pas fait l'étude combien ça durait, mais plus ou moins si on a glissé d'un nord vers un autre Oui, nord, trop bonne combien question. plus ou moins ça prend du temps? Est-ce qu'on parle quelque part scientifiquement vraiment de cette glissage Oui, il y a certains témoignages, bien sûr, comment, symboliques, et cetera, enfin bon, dans certaines littératures très anciennes et tout ce qu'on peut découvrir, comme je parlais des mammouths, et cetera, et tout ça montre et puis les bateaux qui sont sortis de leur lit, selon Ovide, dans ces métamorphoses, et cetera, montrent que c'était extrêmement rapide, c'est violent. Ce n'est pas un phénomène lent et gentil et ça se fait par phase. Et les nords qui sont déplacés ici, donc il y en a trois que j'ai présentés au départ, sont beaucoup plus nombreux que ça, mais les nords principaux qui sont restés longtemps, plus longtemps pour une certaine période dans l'histoire, de l'histoire de la Terre, sont les seuls qui ont été relevés. Mais à mon avis, il y avait beaucoup plus de nord que ça, beaucoup plus de nord géographique, hein. Et donc, par rapport à tous ces mouvements, vous parlez à un moment donné de Sahara, désert Sahara, Du Sahara. Sahara. Oui. Donc, est-ce que c'est justement, vous avez présenté ça
comme avant, il y avait, on peut dire, c'était vert, il y avait des Oui, verdures, tout à et fait. apparemment, à cause de ce mouvement-là, Oui. Sahara devient ce qu'elle est aujourd'hui. Absolument, absolument. C'est donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme la latitude donc de Sahara était beaucoup plus basse, donc en fait, elle avoisinait au moins, au niveau quand prend Yukon pour le géographique, le Sahara se trouvait à la hauteur de l'équateur. Donc en fait, on se trouvait avec des végétations tout à fait luxuriantes et cetera et dans les témoignages, donc sur les roches, etc., les dessins, etc., montrent une végétation extraordinaire qui a commencé à disparaître gentiment et sûrement à l'époque égyptienne, enfin dans le tard, mais c'était une richesse énorme qui se trouvait dans le Sahara. Puis, ouais, bon, on va dire, bien sûr, vu la latitude qui a changé, le temps que la nature s'adapte, on se retrouve avec un désert complet. Oui. On retrouve même des crocodiles, etc., qui sont encore là, résiduels dans certaines zones. Enfin, et oui, ouais, c'est assez étonnant. Et au niveau de calculs mathématiques, Oui, où vous avez réalisé un moment des calculs, c'est un oui. petit peu encore compliqué C'est pour moi. relativement simple. Moi, je suis pas un mathématicien de haut vol, Mais c'était mais exactement pour prouver quoi? pour pouvoir faire le calcul qu'on appelle le triangle sphérique, orthodromique, je pense que ça porte le nom. Donc en fait, ce sont des calculs de triangle sphérique qui permettent, puisqu'on ne peut pas calculer des lignes droites sur la Terre, bien, on peut calculer des distances via les formules dites de Monge qui permettent de calculer ces distances. Et donc là, on voit qu'on se retrouve dans telle situation, telle autre. C'est comme ça que j'ai pu découvrir donc la position de Karnak, qui se trouve au tropique nord sous Yukon, et qui explique pourquoi le Ménec a été ce site a été pris par les navigateurs et les chasseurs, parce que si on se trouve, comme je l'ai expliqué, dans ce tropique nord, là, on peut au départ connaître la position du Soleil par rapport à cet endroit-là, donc pour la navigation, pour les alizés, pour les vents et les courants marins, c'est très facile de les anticiper. Le mouvement de l'axe de la Terre assez plus tard s'effectue à partir de Yukon, mais ça suit cette position particulière de Lebenek sur la planète, au tropique Nord. Oui. Quel est le sens de construire plusieurs ou deux ou trois sites en France? Quel est le sens de construire ça? Est-ce que Donc, je l'ai dit, donc le premier site est adapté à la situation là, et puis on se retrouve dans un cas différent un peu plus tard. Un peu plus tard, ça veut dire, je sais pas combien de temps, mais le pôle géographique nord a changé, et donc dans ce cas-là, il faut reconstruire un système qui soit adapté à cette nouvelle situation. Ça, c'est un site suivant, et puis ça change encore. Donc il faut refaire encore un nouveau système, et c'est comme ça se perpétue. C'est comme ça qu'on se retrouve sur une lignée un grand nombre de 7-8 sites, 10 sites différents de mégalithes qui tentent à prévoir donc le climat et les situations différentes qui arrivent. une question probablement bête, mais Oui, en regardant les pierres, on dirait que on a pris les pierres, on a mis simplement pour qu'ils soient debout, mais est-ce que ça ne tombe pas? Est-ce que ça tombe? Est-ce que vraiment, pourquoi elles sont pas déjà tout à fait dans on peut dire dans le terre dedans? Pourquoi des c'est années, vrai. des années? C'est vrai. Alors, c'est étonnant. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, ces pierres ne sont pas enfoncées dans le sol. Elles sont vraiment posées sur le sol, ok, mais par leur poids, elles ne bougent pas. Elles n'ont pas bougé, malgré les mouvements de la lithosphère. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est vrai, c'est pour ça que je me suis basé sur le relevé d'Alexander Thom. Ces relevés montrent que un grand nombre de pierres ont été prises, volées, prises pour la construction d'autres choses. Mhm. Parce que la datation du site, c'est 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a eu plein de phénomènes qui sont passés entre-temps. Dans une volonté de bien faire, on a replacé les pierres, mais mal. Elles ont bougé, etc. Donc tout ça, c'est un décryptage qui est nécessaire de faire avant d'entreprendre une interprétation, bien sûr, mais basé sur les relevés de Thom.
Mhm. Et comment on a calculé la date de La naissance datation. de Oui, il datation y a de deux ça? actions, thermoluminescence et carbone 14. On a retrouvé des petites perles, des choses insignifiantes sous les pierres ou à côté des pierres qui ont permis de dater des choses d'environ 4000, à peu, presque 5000 ans avant Jésus-Christ. Ok, et ça veut dire qu'on a perdu connaissance s'il n'y a pas d'explication de que c'est un calendrier, Oui, ok, le soleil et la Terre plutôt qui un petit peu tourner oui, d'autre manière que oui, on a perdu, mais exact. on n'a pas de description comment vraiment de calendrier, on n'a pas de traces Autre que avant ça, non, c'est ça, c'est explication. bien un problème. Mais c'est très nettement antérieur à au phénomène de la Mésopotamie, à toutes les autres choses, civilisations qui ont une histoire, qui relate par écrit, que ce soit cunéiforme, que ce soit, peu importe l'écriture. Il n'y a pas d'écriture à ce moment-là, il n'y a pas de tradition orale perpétuée, donc on se trouve dans un néant. C'est d'ailleurs pour ça que les interprétations sont diverges et sont, bon, j'ai appelé farfelues, mais bon, je crois que le terme n'est pas trop exagéré quand même. Question, c'est les questions ouvertes. Oui, Quelles sont imaginons trois questions très ouvertes que vous voulez vous répondre vous-même ou poser aux questions tout à aux fait. scientifiques qui peuvent probablement Tout à s'en fait. répondre. D'abord, si on se rend sur le site, j'y étais, on voit rien. On voit des pierres, etc. Il n'est pas impossible d'abstraire, etc. C'est pour ça que je suis passé par le plan de Tom. Donc, euh, qu'est-ce que je pense de la question? Mais je pense que la grande question, c'est de savoir comment peut-on pondérer cette recherche-ci par rapport à ce que nous savons maintenant? Quelle est l'influence, quelle est l'importance de ce glissement sur le réchauffement climatique? Moi, je crois qu'il y a une influence certaine, donc par la déduction que j'ai faite, du site et puis ensuite, du réchauffement en général et l'importance de la partie, donc noyau. Mais quelle est son importance par rapport à l'ensemble? Je ne le sais pas. Ça, c'est une question tout à fait ouverte et j'ai pas les moyens, je veux dire, matériels pour investiguer dans cette question-là. Mais c'est une question réellement ouverte et je pense qu'elle est de taille parce que si, toujours dans l'hypothèse où un glissement de la lithosphère, ce qui est tout à fait possible et probable, je me réfère à Einstein ou à beaucoup d'autres chercheurs, si c'est le cas, on peut s'attendre à des glissements violents, des tsunamis gigantesques et si c'est le cas encore, certaines, usines ou comment, installations, très très dangereuses qui se trouvent en bord de l'océan, peuvent être englouties et alors, réaliser alors donc un empoisonnement général de la terre. On a vu ça avec, enfin à l'occasion de naufrages, de petits canards qui sont baladés sur toute la surface de la Terre en un an seulement, alors qu'il se trouvait, le naufrage avait eu lieu, le container avait échoué, donc c'était dans le Pacifique. Donc en 2 ou 3 ans, la contamination de la Terre est totale. Donc s'il y a des dangers graves qui se présentent vis-à-vis de ces installations, ces vaisseaux, comme on appelle, hein, donc dans ce cas-là, nous sommes perdus. Donc je pense qu'il faut investiguer davantage et se rendre compte du danger que représente, ce principe-là, cette question-là. Donc le danger, c'est de déplacement brusque Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. et Oui. donc est-ce que déjà vous avez dit que probablement si cet mouvement va se passer encore une fois à un moment donné, Oui. est-ce que on peut prévoir dans où notre le pôle Ah, bon, nord oui, va je arriver comprends. ok, c'est avant c'était Yukon, aujourd'hui c'est quoi aujourd'hui notre Pour le nord pôle actuellement. nord, non, pôle Ah, nord c'est vrai, oui, géographique. et, est-ce que demain est-ce qu'on peut voir ou simplement plus ou moins savoir que ah oui ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Maintenant, où je n'en sais strictement rien. Ce qui est vraiment curieux, c'est que pour moi, on s'est retrouvé 2 fois dans la position du pôle Nord géographie actuelle. Donc, c'est très curieux cette histoire et donc, ça pourrait peut-être expliquer, bon, bah, là, moi, je marche sur des œufs, mais, la position, par exemple, des pyramides en Égypte, les 3 fameuses pyramides sur le plateau de Gizeh, se trouvent à 30 degrés nord, latitude nord. Mais si on les place
dans le contexte de Yukon, on se trouve à l'équateur. Et donc, à 30 degrés. Bon, ce qui signifierait presque, on va dire, peut-être en forme de boutade, que les pyramides qui sont parfaitement alignées et orientées vers le pôle Nord actuel, ce serait une sorte de profession de foi qui dirait, tiens, on va dire, ben voilà, non, on se retrouve toujours tôt ou tard dans cette situation-là. Je pense que, par exemple, Assouan et donc le site comment, de Ramsès II et son épouse avait tendance devait chercher ce genre de choses comment, se placer à la place, par exemple, du sphinx qui donnait l'équinoxe, etc. Mais bon, je pense ça n'a pas marché parce que le mouvement était très important et répétitif et changeant et imprévisible. Donc, comment, Einstein et Harwood surtout ont prévu, je ne me demanderai pas maintenant, que le Nord se retrouverait, pôle Nord, je ne sais pas sur quoi il se base, le pôle Nord donc géographique se retrouverait dans dans le lac. J'ai vu les écrits, j'ai pas vu d'explication plausible à cette hypothèse-là. Mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des choses qui se passent au centre de la Terre qui n'ont. Donc, vous pensez que les pyramides sont orientées d'une façon Elles sont orientées plein nord, pleine, mais elles se trouvent curieusement, quand on fait les calculs orthodromiques, toujours les calculs transfériques, en plein équateur. en plein Oui, oui. équateur. Donc Donc, quand on se trouve dans la position de probablement Yukon, c'est un hasard ou probablement je c'était. crois pas au hasard. Ok. Pas dans cette mesure. Quel est votre intérêt, on peut dire, scientifique, personnel, vraiment de pousser ça vers un petit peu vers la public et vers popularisation de cette hypothèse ou probablement approuver ou au contraire. Moi, je fais, je témoigne de ma recherche qui a duré quand même plus de 15 ans. Parce que vous savez, je fais le malin maintenant en présentant les choses, mais je me suis trébuché des centaines de fois sur les mêmes questions, etc. Et pour en arriver à la situation que j'expose actuellement, je pense qu'il faut alerter la communauté scientifique sur cette question. Maintenant, ma théorie, mon hypothèse est réfutée pour un tas de raisons. OK, je n'ai pas d'écho actuellement puisque rien n'est public. Et puis où elle est adoptée ou en partie adoptée, ouais, tout ça, c'est la question, la science qui pourra en dire. Mais je pense que la question est importante. La preuve, c'est que des gens, j'en reviens toujours à Albert Einstein, mais, se sont penchés sur la question et n'ont pas pris ça à la légère. Donc, mais malheureusement, ils sont trompés sur les datations. Ils ne se seraient pas tombés sur les datations, ils auraient trouvé ce que j'ai trouvé. Je pense que l'histoire de l'humanité, des constructions de certaines, usines très dangereuses et cetera et les précautions à prendre auraient été tout autres. Voilà. Mais, peut-être il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Certainement pas trop tard. Moi, je Mhm. pense que c'est ça. Donc il faut investiguer plus et voir ça de façon, plus approfondie. Les sites sont énormes, ça fait quelle plus ou moins distance, La longueur, donc, par non, exemple, de Le Mennec, hein, je connais, oui. c'est plus de 1 kilomètre, plus d'1 kilomètre de Un long. kilomètre en largeur, c'est en, Ah, voilà, vous me donnez, c'est dans les textes, mais je ne connaissais plus, je ne connais plus par cœur. Ça commence avec 60 mètres, et de l'autre côté, c'est beaucoup plus élargi, du côté ouest, c'est beaucoup plus important. Bon, voilà, et les j'essaie de oui, comprendre oui, le processus de construction oui, de ces sites-là, parce que à l'époque c'était difficile à vivre, mais quand même les gens ont fait, et vous avez parlé à un moment donné de survie, la question de oui, survie. oui. C'est justement, mais apparemment, connaissance, quelqu'un qui détenait ces connaissances, un espèce des ingénieurs qui ont a dit comment placer les pierres, comment faire. Ingénieur, à l'époque, c'est un grand mot, mais ils ont appris sur le tas, ils ont observé, très observateurs et les protéines animales, procurées par les baleines, sont gigantesques. Donc il s'agissait de survivre, via la pêche. Il y avait certainement d'autres moyens, de survie, mais celui-là était important.
comment on peut couper hypothèse que ce n'est pas un endroit d'occulte un espèce de l'église sur Oh, je veux bien, on peut dire tout ce qu'on veut pour tout. Pour moi, ça a été certainement l'objet de culte, et cetera. Après ça, lorsqu'on a perdu les traces, réelles les raisons, des explications réelles, techniques, que je pense avoir découvertes. Maintenant, bon ça s'est passé plus tard. On a inventé un tas de choses, on a fantasmé sur un tas de trucs, mais à mon avis, au départ, c'est l'hypothèse que je défends et à laquelle j'apporte un grand nombre de raisons, d'explications. vous avez essayé de trouver les personnes des scientifiques qui ont vu les sites où faisaient l'objet d'étude, leur objet d'étude là. Est-ce que vous n'avez pas des contacts avec ces Non, j'ai scientifiques? essayé Mais 1000 contacts différents, impossible, étanche. Je n'ai eu qu'un seul contact avec un professeur, qui a daigné me répondre une seule fois, Mohen, qui, grâce à lui et son livre, j'ai pu trouver le plan, le relevé de Tom, mais en dehors de ça, c'est tout. Je j'ai Et pas donc, j'ai vous, été est-ce été qu'on peut dire que par cette présentation, vous faites appel de toutes les personnes qui ont déjà fait des études Bien sûr, évidemment, je suis ouvert à toutes les hypothèses, tous les trucs, ouais, bien sûr, j'en serais très heureux. Je vous remercie et je vous salue tous et j'espère que tout ça sera suivi, d'un tas de choses positives. Ouais, je vous remercie infiniment. Merci, au revoir, merci de votre attention.